La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 5 mars 2023. Donc, c'est notre 6e podcast pour la série éducative pour la communauté noire. Aujourd'hui, on est 2. Donc, il y a Malema et il y a moi, Tantan, avec vous. Et notre sujet aujourd'hui, c'est une question. Bon, en fait, la question, c'est la communauté noire est-elle vraiment plus pauvre que les autres communautés? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour, frère Malema, comment ça va? Bonjour, tout le monde, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Bon, en fait, ça fait quelques temps qu'on ne t'a pas eu, là. Donc, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui pour notre 6e podcast avec toi. Juste avant d'entamer directement le sujet d'aujourd'hui, je voulais revenir sur un point très important. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Ok, bon, c'est vrai qu'on a parlé de la réalité noire, on a parlé des forces et des faiblesses de la communauté noire, on a parlé des causes des faiblesses de la communauté noire. Maintenant, là où j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, c'est qu'est-ce que la communauté noire peut faire pour progresser davantage, selon toi? Avant, bien entendu, avant de revenir vraiment à notre sujet du jour qui est la communauté noire est-elle vraiment plus pauvre que les autres communautés? Ben, merci. En tout cas, moi, je suis content de revenir. C'est vrai que j'étais un peu occupé les dernières fois. C'est vraiment une question très sérieuse. Qu'est-ce que la communauté doit faire pour progresser davantage? C'est à la limite même, je pense que c'est Frantz Fanon qui le disait, que chaque génération, c'est comme chaque génération a son défi. Et puis ben, c'est à elle de l'assumer afin de passer à autre chose. Aujourd'hui, moi je pense que pour avoir davantage, pour progresser davantage, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on doit juste revenir dans le passé. On doit revenir dans le passé, se remémorer comment est-ce que les défis importants qui étaient dans le passé, on a pu les dépasser. Par exemple, nous qui venons de l'Afrique, le plus grand défi qu'il y a eu derrière nous, je pense que c'était la colonisation. À un moment donné, ben, la colonisation s'est transformée en indépendance. Aux États-Unis d'Amérique, je pense que le plus grand défi que moi j'ai comme ça en tête aujourd'hui en parlant, c'était le Civil Rights Act, je pense, qui a été voté en 64, parce que ça, il y a eu un grand combat qui a duré des années pour qu'ils arrivent à ça. Là, je me remémore Haïti. Quand Haïti a été créé, ben, il y a eu la cérémonie du bois boucan, du bois caïman, excuse-moi, c'est ça, le bois caïman. Donc, qu'est-ce qui a été fait à chaque fois qu'on a été devant un mur pour avoir davantage? Parce que déjà, cibler davantage, ça veut dire qu'on n'en a pas assez.
On n'en a pas assez, pas parce qu'on se compare, mais on n'en a pas assez parce qu'on sait ce qu'on vaut ou ce dont on a besoin. Et ce serait vraiment que chacun, là où il est, quelle que soit la communauté, quel que soit le continent ou le pays, se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment changer le mindset, changer notre manière de voir le monde, changer notre manière de comprendre le monde. Et là, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit quand je parle comme ça, c'est vraiment développer une nouvelle manière de se projeter par rapport à est-ce que ça peut être nos problématiques à nous. C'est très important qu'on fasse ça, qu'on change la mentalité. Parce que si on ne change pas notre mentalité, ben, comment est-ce qu'on va avoir davantage? Comment est-ce qu'on va avoir plus? Parce que la manière dont le monde est réglé, la manière dont les entreprises dans lesquelles nous travaillons, même la manière dont les communautés dans lesquelles nous vivons, nous avons trop absorbé et nous sommes tétanisés parce qu'on joue toujours sur la patinoire des autres. Donc il faut qu'on change notre manière de penser. Il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Moi, je pense que c'est définitif. Parce que ceux-là qui ont brisé les barrières avant, les plus grands défis qu'il y a eu derrière nous, ben, ils n'ont pas fonctionné selon les règles. Ils n'ont pas fonctionné selon les règles. Ils ont dû changer. Ils ont dû intégrer leur paradigme. Ils ont dû changer le paradigme qu'on leur présentait. S'adapter aussi. Ils ont, oui, adapté, on s'adapte déjà depuis l'origine. Je pense que nous sommes parmi les plus combattus. Et si on existe aujourd'hui, c'est parce que la capacité d'adaptation, on la maîtrise. On la maîtrise. On est capable, effectivement, on est capable. Nous sommes comme le caméléon. On change la couleur quand on veut. On peut s'adapter quand on veut. Pour nous, s'adapter, c'est pas vraiment un défi. C'est dur, mais on sait comment le faire. Mais changer les règles du jeu, ça c'est différent. Et pour changer les règles du jeu, parfois, il faut un autre état d'esprit. Il y a un autre état d'esprit. Donc moi, ce serait ma réponse aujourd'hui. C'est vraiment l'état d'esprit, les mentalités. Ok. Et bon, bien entendu, pour changer de mentalité, et quelle est ton opinion par rapport, parce que la mentalité de nos jours là, est très influencée par le phénomène des réseaux sociaux. Tu vois? Oui. Et surtout, bon, ça n'impacte pas seulement les jeunes, ça impacte tout le monde. Aussi bien, voilà, les jeunes que les adultes. Exact. Tu vois? Donc, selon toi, c'est comment changer la mentalité par rapport à ces influences-là? Parce qu'il y a ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, ils les prennent assez souvent pour des réalités, et ils se conforment à ces affaires-là. Ben, écoute, moi personnellement, je suis pas différent de ma génération. Les réseaux sociaux, je passe du temps dessus, notamment sur Facebook, non pas Facebook, YouTube, Google, mais tu vois, je comprends que le YouTube, en fait, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui va m'emmener. C'est un algorithme qui me suit. Il suit mes besoins et il me propose. Mes intérêts. Ouais. Voilà, il suit mes intérêts et il me propose des choses en fonction de mon intérêt. Donc, sur mon téléphone, ou sur mon ordinateur, ou sur ma tablette, je ne vais pas forcément avoir la même chose, tu vois. Parce que je veux, ouais, tu vas me dire, ok, d'accord, il sait que c'est ton même compte, mais je peux avoir un, deux. Ça, c'est une stratégie personnelle. Sur mon téléphone, je peux par exemple m'intéresser à ce qui se dit en politique, au niveau des affaires, au niveau de la communauté. Donc, il va toujours me nourrir des choses qui m'intéressent. Donc, le souci, c'est pas le réseau social.
moi, ce réseau-là, il va me mettre en contact avec des personnes que je ne savais même pas qu'ils existent, qui sont en Guadeloupe, ou des problématiques qui sont en Guadeloupe. Moi, aujourd'hui, à cause de l'Internet, je suis assis chez moi et puis je peux avoir un documentaire de France 1, Outre-mer, tu vois, sur la Guadeloupe, et moi, j'aime ça. Donc, c'est avantageux en fonction de ce que toi, tu cherches, là. En fonction de comment tu l'utilises. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Si tu vas juste... Bon, il y a des nièces, là, c'est... Comment on appelle ça, l'affaire, là, le Snapchat, là? Ouais. Bon, si toi, tu vas pour, être beau, si tu vas pour t'afficher, moi, je l'utilise pour chercher, en fonction de mes intérêts. Moi, je l'utilise pour avoir de l'information, en fonction de mes intérêts. Moi, je l'utilise comme la grande bibliothèque. Parce que ça, c'est une plus grande bibliothèque où je vais avoir des documents, je vais avoir des archives, je vais avoir accès à des archives. Il y a énormément d'archives sur YouTube. Donc, je suis influencé, mais jusqu'à un point, j'essaie de l'influencer aussi. Donc, je ne veux pas être un suiveur pour être suiveur. Je suis du genre, je fais très attention aux tendances, très attention aux modes. Parce que la mode du premier trimestre, ce n'est pas la mode du dernier trimestre. Or, ce réseau, quand tu le laisses dicter, en fait, à la fin, tu deviens consommateur. À la fin, tu deviens comme, tu vois, le chien dans l'expérience de Pavlov. Dès qu'il y a la cloche, tu vas manger. Ouais. Dès qu'il y a la cloche, tu vas manger. Dès qu'il y a la cloche, tu vas manger. Bon. Non. Moi, non. J'y vais, j'ai mes mots-clés, je cherche. Et puis, à la fin, je ne dis pas que je contrôle le réseau. Mais je dis que je vais chercher ce dont j'ai besoin d'abord. Tu l'utilises productivement. Oui, je vais voir les artistes que je veux, je vais liker les artistes que je veux, je vais m'abonner aux pages que je vais acheter la musique que je veux supporter, voilà. Donc, mais je pense que la majorité des gens, et ça c'est fait par ceux qui le conçoivent, bon, ils sont là pour le divertissement, la distraction. C'est un peu ça qui est malheureux, quoi. Parce que quand tu es là pour la distraction, oui, on te distrait. On te distrait à travers le mensonge, par exemple. On te distrait, oui, on va te distraire. Mais si tu es un peu précautionneux, c'est-à-dire tu fais attention, oui, tu peux entendre quelque chose et puis tu vas faire tes recherches toi-même. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Au contraire, si tu fais tes recherches toi-même, mais c'est un formidable outil. Ok. D'accord. Donc, bien entendu, je t'ai écouté avec intérêt. Donc, je comprends très bien ce que tu as expliqué. Bon, maintenant, on va se retrouver avec le but vraiment de la rencontre. C'est la communauté noire est-elle vraiment plus pauvre que les autres communautés? Parce que même là encore, on parlait des réseaux sociaux. C'est ce qui est véhiculé encore. Bon, ça c'était véhiculé dans la société, mais aussi dans les médias. Donc, c'est toujours les mauvais côtés, la pauvreté des pays noirs. Donc, c'est ce qui est véhiculé. Et comme tu as dit, c'est un algorithme. Donc, autant de fois qu'il y a plus de gens qui prêtent attention à ces affaires-là, c'est encore ce qui est encore plus véhiculé, plus répété devant leurs yeux. Et par le biais de l'illusion de vérité. Donc, quand on est exposé à une information plusieurs fois, de manière répétée, donc on finit par y croire. C'est ça. Ok. Donc maintenant... On se l'accapare même. Elle prend possession de notre esprit. Exactement. Ça, on le voit tellement dans la communauté, quoi. On a besoin d'eux pour qu'ils nous disent que nous sommes pauvres. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les pays les plus pauvres sur cette terre-là sont des pays noirs. On parlait, moi, ça m'a fait rire la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé le Mali.
C'est-à-dire, j'arrive au Canada, là je venais pour mes études, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord-américain, Haïti. Ça m'avait fait sourire, je me rappelle la première fois. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Parce que en Afrique, le pays le plus pauvre, c'est le Mali. Ok. Mali pauvre. Ok, d'accord. Leur définition de la pauvreté, hein, parce que j'ai fait une petite recherche, eux ils disent la pauvreté, ce n'est pas avoir assez d'argent, non, c'est ne pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture, en vêtements et en logement. C'est comme ça qu'ils le qualifient. Là, j'ai pris une définition générale. Donc, tu n'as pas assez d'argent pour tes besoins de base, en nourriture, en vêtements et en logement. C'est ça c'est comme ça, tu vois. Donc, un pays pauvre, on dirait c'est un pays qui n'est pas capable de nourrir, loger, vêtir. C'est vrai que quand on voit ça comme ça, ben, c'est une définition, en tout cas c'est une définition acceptée, n'est-ce pas, de la pauvreté. Quand tu es pauvre, c'est parce que, ben, mais toi, tu n'es pas capable de d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire que tu es pauvre parce que tu n'as pas d'argent, voilà. Donc, la mesure, c'est toujours l'argent. Le papier, hein? La mesure, c'est toujours l'argent. Donc, même pas le papier, c'est virtuel. Donc, c'est voilà. La quantité de chiffres que tu as dans ton compte virtuel. Voilà. Hein? Mais, parce que moi, quand je vois pauvreté, tu sais, c'est pas l'argent qui te rend riche. Voilà. Donc, voilà la première erreur que nous faisons quand on assimile ça, quand ça devient maintenant, nous aussi on le porte. Oh, t'es pauvre parce que t'as pas d'argent. Mais c'est pas l'argent qui rend riche. C'est pas l'argent qui enrichit. Ça n'a jamais été l'argent qui rend riche. N'est-ce pas? Ça n'a jamais été l'argent qui rend riche. L'argent n'a jamais rendu l'Occident riche. Jamais. Le système dans lequel nous sommes, parce que je veux faire le lien avec ce que je dis. Mali, pays pauvre. Hein? Le système financier occidental, parce que c'est lui qui domine, il n'est pas basé sur l'argent. C'est-à-dire, quel est le refuge de cet argent-là? C'est l'or. Hein? C'est l'or. C'est l'or qui est le refuge. C'est pas Wall Street. C'est pas la banque. Toi qui m'écoutes là, c'est pas ton billet que tu as dans ton compte là, même si tu as 1 million. C'est l'or. S'il n'y a pas d'or, il n'y a rien. N'est-ce pas? On a vu ça dernièrement, là, on a vu avec la Russie, quand l'Occident a attaqué la Russie en disant ton argent que tu as dans nos banques là, nous on le prend, on le gèle. Ah oui? Mais comment? C'est un braquage. Oui, c'est un braquage. Puis, ok. La Russie a dit ok, pas de problème. Nous, on va maintenant prendre notre rouble, on va l'aligner sur l'or. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris le rouble et puis l'ont aligné sur l'or. Pourquoi? Parce qu'ils en ont suffisamment. Ils n'ont pas besoin, je sais pas moi, de venir au Canada signer des deals pour avoir l'or. Ils en ont. Donc, pauvreté, richesse, toujours par rapport à l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. Ce sont les matières. Le Mali, c'est un des pays les plus riches en or. Vraiment, là. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique en or. Pour la simple raison qu'il est dans la Gold Coast, donc la côte ouest. Tous ces pays, la Ghana. Comment un pays comme ça peut être pauvre quand c'est l'or qui soutient votre économie? Hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Mais ce que je veux expliquer, c'est que mais il y a une ruse dans cette affaire qui veut nous faire croire que c'est l'argent qui nous rend riches. Donc si tu n'as pas d'argent,
tu es pauvre. C'est l'argent que ça te prend pour payer des vêtements. Comprenez-moi bien là. Je sais que ça me prend des billets. Moi, j'appelle ça du papier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est au cœur de l'affaire. Ok. C'est pas ça qui est au cœur de l'affaire. Ce qui est au cœur de l'affaire, c'est des ressources que je dirais ici, tu vois, stratégiques qu'il faut contrôler parce que c'est elles qui vont maintenant nous permettre de créer la richesse ou de soutenir la richesse ou de maintenir la richesse ou de développer la richesse. Et ça, on ne le voit pas. On ne va pas le voir. Ça se fait dans des cercles bien plus puissants que la Banque de développement du Canada ou le gouvernement du Canada. Nos pays ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Mais bon, on a absorbé ça parce que on nous envoie comment on appelle ça, le PIB. Le chiffre. Oui, le PIB. En parlant du PIB, moi je suis originaire du Gabon et tiens-toi bien, hein, le PIB par habitant au Gabon, je pense que c'est $3 000. Juste, sans t'interrompre, je veux aviser les auditeurs, donc si toutefois ils entendent des autres voix de fond, je les avise qu'on est dans une bibliothèque, donc c'est pour ça, si au cas où ils entendent d'autres voix. Ouais. C'est d'accord. Ouais. Donc, le produit intérieur brut, $3 000 US par habitant. Et pourtant, les gens vivent dans la pauvreté. Hein? On ne la voit pas, cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Des indices qu'on vous balance comme ça. On vous dit, tel pays est pauvre. Puis vous regardez ce qu'on vous demande de regarder. Regardez comme ils sont habillés, ils sont tous en haillons. Regardez comme ils sont tout le temps des mouches autour du nez, il faut les aider. Regardez leur maison, ce sont des shacks. Regardez. Mais pourtant, il y a autre chose derrière qui les enrichit. Ok. Donc tantôt je parlais de changer son état d'esprit, son mindset, c'est de comprendre ces choses-là aussi. Parce que la richesse, c'est pas... Il faut comprendre c'est quoi la richesse d'abord. Ok, en fait, là, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas nier, bon, tu l'as dit quand même, on ne peut pas nier quand même que ça, vu le fonctionnement du monde, ça prend vraiment en compte l'aspect économique. Ok? Tout à fait. C'est vrai que les pays noirs dits pauvres sont riches en ressources naturelles, oui. Mais étant donné qu'on connaît aussi un peu la finance, donc on sait qu'il y a un aspect de profil financier là-dedans. C'est-à-dire, quand je parle de profil financier, tu as parlé de création de richesse. Donc, ça, c'est un résultat. Donc, ça prend un comportement. Donc, même dans la vie, donc en fonction d'un type de comportement, on a des résultats. Tu vois? Étant donné que l'argent, c'est pratiquement à la base, c'est historiquement parlant, bien entendu, arrivé maintenant, c'est devenu un dieu, l'argent est devenu un dieu, mais historiquement parlant, c'est un certificat d'échange de services, tu vois? Parce que ça a évolué l'argent. Avant, cet argent qu'on a là, c'était pas ce qu'on avait au tout début. C'est pas des papiers. C'était, par exemple, c'était du troc. Ok, moi, exact. Ok, toi, tu veux ça. J'ai des patates. Toi, t'as des haricots. Donc moi, j'ai besoin. Donc, ok, ou tu m'as rendu tel service. Donc pour te payer, donc je te donne mes patates. Tu vois. Mais là, bon, le monde est appelé à évoluer économiquement. Dès qu'il y a, bon, pas seulement économiquement, dès qu'il y a manque de quelque chose, oui. Dès qu'il y a une manque récurrente de quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abondance de cette affaire-là. Donc, c'est une pauvreté. Donc, on vit dans un monde où, oui, les pays ont des ressources naturelles. Je vais prendre la réalité de mon pays. Il y a Haïti, il y a la République dominicaine.
Même quand nous, les Haïtiens, on voudrait le nier, c'est totalement différent, économiquement parlant. Maintenant, c'est qu'est-ce qui cause cette différence? C'est vrai qu'il montre de notre côté, c'est vrai qu'il montre assez souvent des images de pauvreté, mais il y a aussi plein d'Haïtiens qui sont très riches, aussi en Haïti. Et si je ne m'abuse, il y en a même ceux qui sont classés les plus riches de la Caraïbe qui vivent en Haïti. Je n'ai aucun problème à croire ça, c'est une vérité. Ouais. Ok. C'est une vérité. Donc, pourquoi on dit que la communauté noire est plus pauvre que les autres communautés? Donc ça, c'est, comme tu l'as dit au tout début, c'est purement côté argent. Oui. Mais tu sais que Haïti, bon, je ne sais pas comment ça se passe pour le Gabon, Haïti compte beaucoup sur la diaspora. Ok, il y a la diaspora qui envoie, qui fait beaucoup de transferts d'argent vers Haïti. Et d'après une donnée, je ne me rappelle pas de quelle année en ce moment-là, mais en l'espace de 8, 9 ou 10 ans, ils ont estimé que la diaspora a transféré environ 20 milliards de dollars vers Haïti. En fait, j'ai les dates, je dois regarder, je ne me rappelle pas exactement les dates. La diaspora a transféré 20 milliards de dollars vers Haïti. Maintenant, 20 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Okay. C'est énorme. C'est ça. Par contre, quand on regarde la situation d'Haïti, c'est toujours les immondices dans les rues, c'est toujours, tu vois, c'est toujours la pauvreté qu'ils montrent. Est-ce que ces 20 milliards-là est l'image de pauvreté? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais oui. Mais en même temps, paradoxalement, non. Pourquoi je dis oui et non? C'est que c'est pas... Bon, j'estime que dans notre communauté, c'est pas un problème d'argent. Globalement parlant, la communauté, il y a beaucoup d'argent qui circule, globalement parlant, dans la communauté. Donc, qui fait que si on comptait le nombre d'argent qui circule dans la communauté, je suis sûr que la communauté n'est pas plus pauvre que les autres communautés. Si on regarde de ce côté-là. Par contre, l'utilisation, c'est tout autre. Parce que c'est de par l'utilisation qu'on a une série de résultats par rapport aux autres communautés. Qui fait que, apparemment, ça paraît que vraiment que la communauté, je dis bien, c'est mon opinion, hein, je vais te laisser parler. Apparemment, la communauté noire est plus pauvre que les autres. Mais globalement parlant, nous avons accès à beaucoup d'argent que j'estime que nous gaspillons. Je sais pas ce que t'en dis. Je t'écoutais attentivement et puis ça m'a rappelé une publicité de la CIBC. Vous êtes plus riche que vous le pensez. Je l'avais trouvée très intelligente, cette publicité-là. Mais c'est vrai. Voilà pourquoi elle était intelligente. Parce que c'est vrai. Mais quand est-ce que tu te rends compte que tu es plus riche que tu le crois? C'est quand tu t'arrêtes et que tu jettes un coup d'œil à tes finances. Quand je dis jeter un coup d'œil, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent? Où mon argent s'en va? D'où mon argent me vient? Puis, pour ceux qui ont déjà fait cet exercice-là sérieusement, souvent il y a comme du délestage. Donc finalement, on se rend compte que maintenant, on en a suffisamment pour vivre. Hein? On a pour vivre, hein, où qu'on soit. Moi, je pense pas que c'est un défi là, si les gens étaient mis en capacité de pouvoir tirer de l'environnement ce dont ils ont besoin pour vivre.
Le défi, ça fait maintenant, le défi, c'est réaliser les ambitions. C'est pas se vêtir, comme on a vu tantôt dans la définition générale, se loger ou se nourrir. Moi, je pense pas que le défi vient de là. Le défi, c'est au niveau des ambitions, quoi. Par rapport à ce que tu disais, moi, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, c'est-à-dire que dans mon esprit à moi, dans mon état d'esprit, je n'ai aucun doute que dans un pays comme Haïti, on va trouver les hommes les plus riches de l'hémisphère nord-américain. Mais oui, ça c'est... Parce que c'est la même chose. Tu vas aller dans mon pays ou tu vas aller dans ma région, on va trouver les hommes les plus riches mais vraiment là, les plus riches, pas en gourde, là, en dollars américains. Chez nous, on a des hommes mais qui sont riches, mais en dollars américains, en euros. Mais les hommes d'affaires d'Occident ou les hommes politiques d'Occident ne les égalent pas. C'est ça qui est choquant en fait. Personnellement, moi, c'est ce qui me choque, quoi. Autant de richesses devant autant, mais bon, ça c'est un autre. Le constat auquel tu as fait allusion, c'est un constat du FMI et de la Banque mondiale. La diaspora, pas seulement haïtienne, mais les diasporas. Et je pense que les diasporas ici, en général, ce sont les diasporas noires. Hein? Les volumes d'argent qu'elles renvoient vers les pays d'origine sont, en tout cas, elles sont supérieures au financement des programmes de Banque mondiale, le Club de Paris ou le FMI. Est-ce que tu vois déjà? Que fait cet argent? Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'abord de l'argent du FMI, de la Banque mondiale. Donc, on n'a pas besoin d'aller s'attacher dans des prêts. Les prêts Covid qu'ils ont donnés dernièrement, là, c'est des taux et moi, on sait que sont des prêts à 0%. C'est-à-dire que ils ont imprimé l'argent, ils ont donné ça à la Banque mondiale, et puis la Banque mondiale est allée faire des prêts à des pays à 14%, mettons, 18%, mais on leur a donné ça à 0%. On parle de la richesse, non? Voici une opération de création de richesse qu'ils viennent de faire. Est-ce qu'ils ont transpiré? Est-ce qu'ils ont été plus intelligents? Non. On leur a donné de l'argent à 0%. Ils l'ont prêté de l'autre main à 22%. Puis ce 22%-là, c'est des billions. Hein? Voilà. Ça revient en intérêt. On va dire, leur fonds d'urgence, hein, ils gonflent là. Hein? Ouais. Bon. Nous, la diaspora, on les dépasse en aide. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on est capable? C'est pas ça la question. Parce que c'est pas depuis l'année dernière qu'on le fait. Ça fait des années, ça a toujours été comme ça en fait. Jusqu'à ce que je pense à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va un peu s'intéresser à ça, on va regarder c'est quoi les chiffres. Parce que les diasporas, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Donc ça fait des années que, mettons, si le FMI donne 1 million en Haïti, mais la diaspora elle donne 3 millions. Si le FMI donne 1 million au Gabon, mais la diaspora donne peut-être... non, pas peut-être, la diaspora donne plus. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ce que j'aime bien avec cette question que je pose là, c'est que ça ramène à notre responsabilité, nous. Nous, dans la diaspora, nous, au pays, qu'est-ce qu'on fait? Ça ramène aussi à... Mais tu sais, finalement, nous ne sommes pas organisés. Hein? Tu sais, mais finalement, mais pourquoi on est toujours comme les dindons de la farce là? Ouais. Ça ramène, mais pourquoi on fonctionne toujours comme ça? C'est-à-dire, mais on s'autofinance nous-mêmes.
Mais C'est pas un problème on d'argent. fonctionne comme si on ne s'autofinance pas. Ben, les chiffres, c'est-à-dire les chiffres, même quand ceux-là qui nous exploitent sont devant des constats, parce que quand ils arrivent là et qu'ils sont obligés de constater ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, tu vois, que de réaliser ça. Que non, mais attention, ces gars-là, ils sont tout le temps comme ça. Mais donc nous, on est face à ça, on voit ça, on sait ça, puis pour nous, c'est comme juste une information. Tu vois, l'information de ton journal de 20 heures, là, puis quand le journal est fini, mais c'est fini. Non. Non, pourquoi? Parce que Western Union, lui, quand il voit ça, il va créer un produit. MoneyGram, il va créer un produit. Ah oui, il y a une manne là. On va les taper sur la manne. On va les taper sur la manne. C'est-à-dire taper sur la manne, c'est qu'on va aller se faire de l'argent. Puisque c'est récurrent. C'est une manière de fonctionner de ce groupe-là. Puis tiens, bon, mais ce groupe-là, mais vraiment, hein, pour ça, là, on peut dire que non, ça, on maîtrise ça. C'est-à-dire que on est capable de mobiliser ces gros volumes d'argent pour aider. Voilà. Donc les autres vont venir là-dedans, ils vont créer. Tu vas envoyer de l'argent en Afrique. Bon. C'est MoneyGram, c'est Western Union. C'est pas nous là, c'est notre argent. C'est notre argent, c'est pas nous. Ils viennent se prendre l'argent. Donc ça nous ramène à nous-mêmes parce que on a besoin d'eux encore pour nous dire ça. Non, on le sait. Mais pourquoi on n'a pas de compagnie? Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça que je te parlais tout à l'heure, exactement. Ouais. Pourquoi on n'a pas de compagnie? Parce Puis, que après, on n'a pas de compagnie, d'accord. Mais quand l'argent arrive là-bas, ok, d'accord, tu as peut-être envoyé de l'argent pour t'occuper d'un problème émotionnel, ta mère qui doit être soignée. Ouais, ça fait 20 ans là, que tu fais ça. Les enfants qui doivent aller à l'école. Ouais, mais quand on se met tous ensemble, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser d'une autre manière, au départ et à l'arrivée? En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà, pas parce qu'il n'y a pas. Donc oui, les immondices, c'est une réalité. Moi, je ne nie pas ça. C'est une réalité. Les quartiers défavorisés, le crime, tout ça, c'est une réalité. Dans tout le pays. Voilà, c'est une réalité. Mais à côté de cette réalité-là, il y a d'énormes potentiels. Hein, d'énormes potentiels qui ne sont pas liés aux ressources naturelles. Parce que la richesse, c'est pas seulement les ressources naturelles. Hein. Parfois, la richesse, c'est le lien que tu as encore, que tu arrives à garder avec ton pays d'origine. Parfois, c'est ça. Tu sais, il y a toujours un déclencheur, n'est-ce pas? Parfois, la richesse, c'est des valeurs communautaires qu'on réussit à garder. Parce que ces valeurs-là vont déclencher des manières de penser, des manières de se projeter et des manières de vouloir faire les choses. Je veux soulever un point, un exemple. Admettons, prenons quelqu'un qui est habillé chic, choc, et un commerçant vêtu, qu'on dirait, pauvrement, quand on parle de pauvreté, mais qui a son magasin. Oui. Il fait des affaires, tu vois. Oui. Voiture pas forcément de marque, produits, vêtements pas forcément de marque, ces affaires ne sont pas forcément de marque. Qui est riche, qui est pauvre? Ça me fait rire. Ok, son compte en banque, le compte en banque du commerçant, son affaire roule, il a de l'argent, mais celui qui a chic, choc, oui, il a chic, choc, mais le compte en banque est choquant, genre, il n'y a rien. Donc, qui est riche, qui est pauvre? Tu vois? Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, justement, donc cette partie-là, on a beaucoup de ça aussi, bien entendu. Il y en a ça dans toutes les communautés, mais
On a beaucoup de ça dans notre communauté. Donc, être riche, est-ce que c'est une conception qu'on a de la richesse? C'est ça, donc là je te retrouve encore. Donc il y a un travail vraiment côté mentalité qui doit se faire. Définitivement. Parce que c'est arriver, c'est vraiment faire la part des choses. Ok, qu'est-ce qui est concret? On vit dans un monde d'illusions, certes, mais il y a des résultats qui sont concrets. Bien que oui, il y a plein d'illusions, comme je viens de le dire, tout ça, mais quand même, les affaires concrètes restent des affaires concrètes. C'est l'auteur Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, a très bien parlé de ça, des profils financiers. Tu vois, ceux qui créent de la richesse, ils ont une manière de se comporter. Ceux qui créent, perpétuent la pauvreté aussi, ils ont une manière de se comporter. Tout à fait. Et même là encore, en parlant de richesse, il y a prospérité. Ouais. Si quelqu'un gagne au loto, par exemple, 10 millions de dollars, il est riche. La différence entre la richesse et la prospérité, là, maintenant, c'est que peut-être que ça a changé, mais jusque-là, j'ai su que 83%, quelques années de ça, 83% des gens qui gagnent au loto redeviennent plus pauvres qu'avant. Question de mentalité, tu vois. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que la prospérité, c'est quand tu fais fructifier cet argent-là de manière continuelle. Donc lui, le gars, il gagne 10 millions, mais il fait fructifier cet argent, ça lui rapporte 10, 20, 30, tu vois. Donc ça, c'est la différence entre la richesse et la prospérité. Maintenant, de notre côté, pour revenir avec l'exemple, est-ce que c'est... bon, peut-être que c'est juste l'effet du toujours d'être principalement consommateur. Okay, parce que quand on consomme, on ne fait que consommer, on ne produit pas. Donc, puisqu'on ne produit pas, les dépenses de l'un sont les richesses de l'autre. Donc, on ne fait qu'enlever, on gagne de l'argent, certes, mais on enlève cet argent automatiquement de notre poche, on le met dans la poche des autres communautés qui produisent. Exact. Donc, il fait qu'au final, les résultats seront quand même de manière concrètement différente. Donc, ceux qui, comme le petit marchand, là, qui n'a rien de produit de marque et tout ça, par contre, son affaire roule, les autres viennent déposer de l'argent dans sa poche, donc, économiquement. OK? C'est sûr que ça ne sera pas le même résultat que l'autre qui, OK, il est chic, choc, mais... OK. Non, je vois. Ouais. Tantôt, quand tu parlais du commerçant, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment une coïncidence. Mais je suis en train de faire une étude d'évaluation présentement dans mon pays dans mon pays d'origine, parce que et ça c'est en discutant avec des amis, il y a de cela 6 mois. Alors, on m'a fait part de certains chiffres, et puis j'étais comme un peu, ok, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que c'est une épicerie de quartier. Tu vois, pour ceux qui sont au Québec, là, ou au Canada, ils vont peut-être mieux comprendre si je dis le dépanneur, tu vois. C'est un dépanneur. Puis les chiffres, hein, mais vraiment les chiffres, là, c'est ce qu'ils me disent là, les chiffres, là, c'est 163 000 $ l'année. C'est ça que tu as dans tes poches. Net ou brut? Net. Net. OK. Tu fais le 163 000, tu le divises par 365, ça va te donner le chiffre qu'il a dans sa main tous les jours. Mais le fait est que c'est 163 000 $. Qui fait? Au Gabon. Voilà, j'ai dit au gars, ok, d'accord, j'aimerais ça qu'on regarde ça. Parce que ça, c'est de la création de richesse. C'est pas le supermarché, c'est l'épicerie de quartier. Ça fait 163 000 $. J'ai pas cru, en fait. Pour le moment, j'attends les chiffres. Je suis un peu dubitatif. Mais ils me disent, mais tu verras.
Donc, moi j'ai ma Mercedes, j'ai mon salaire. Ouais, moi je suis dans le salariat pour commencer. Voilà, je suis dans le salariat. Je suis riche, d'accord, mais je suis dans le salariat. Je négocie quoi? Je négocie mon poste là. Je veux passer de telle position à telle position. Ça c'est le salariat, ça. Tu crées-tu de la richesse quand tu es dans le salariat? Non, tu ne peux pas gagner beaucoup plus que le montant, le même montant chaque mois. Tu crées rien quand tu es dans le salariat. Le monsieur qui a son dépanneur, lui, crée de la richesse. Parce qu'il lui, il est en business. Là. Il fait des profits. Voilà, il est en business. Et le monsieur qui est assis dans sa supérette, il fait plus d'argent que toi, qui est dans le salariat. C'est ça, là. Ok, d'accord, tu as ta Mercedes. Ok, oui, c'est correct, là. Tu vois, chacun choisit, hein. C'est correct. Mais lui, il est plus en position, tu vois. Il est plus en position de contrôle, de liberté. Parce qu'il capte le flux. Exactement. Il capte quel flux? Le flux financier. Il le capte. Après, il peut l'allouer comme il veut. Tu vois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des forces au-dessus de lui. Je dis juste que l'autre, dans l'exemple que tu as donné, il y a un, lui, il opère, toute sa puissance est dans le salariat. Et on sait que c'est très, 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 très limité. Alors que l'autre, sa puissance, elle est un peu plus grande parce que lui, il est dans le système économique. Il capte quoi? Il va capter ton salaire. Il capte quoi? Il capte ses marges avec son fournisseur. Il capte quoi? Il capte... En tout cas, il a plus de marge que toi. Donc, en ce qui me concerne, ben moi, je préfère ressembler à lui, à celui qui a sa supérette, là, son dépanneur, et puis il fait son 163 000 $ par année, là. Voilà. Donc, il y a déjà cette manière de se projeter. Maintenant, après, je peux être dans le salariat aussi. Tout à fait. Pourquoi on devrait faire ça? Parce qu'il faut toujours, tu vois, à un moment donné, il faut se dépasser. Il faut se dépasser parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui nous dépassent. Il y a des enjeux qui sont plus grands que nous. Il y a des problèmes qu'il faut essayer de régler une fois pour toutes à travers, oui, les ressources naturelles, à travers notre intelligence aussi, à travers les capacités que nous pouvons nous donner en termes de communauté ici. Hein. Voilà. Non, définitivement, il faut qu'on sorte de cette mentalité-là qui est, pour moi, elle est très, très liée à l'ego. Parce que, je vais te dire, éloigne-toi de la ville. Éloigne-toi de la ville. Tu vas voir que les gens se suffisent. Je ne dis pas que c'est facile, mais ils vivent quasiment rustiquement, là. Ils sont contents, eux. Ils sont contents. C'est quand on introduit un élément de la vie, on va dire, moderne, que, bon, c'est pas mauvais en soi, mais ça vient tenter des choses en nous. C'est pour ça que je fais allusion à l'ego. Ça vient tenter, tu vois. Ça vient tenter. Rappelle-toi que nous, en Afrique, on nous a convaincus avec des miroirs, des cuillères, des... Ok, ouais. C'est ça qu'on a emmené, hein. Mais sinon, quand tu vas dans le monde rural, puis j'ai eu la chance, moi, quand même, d'y aller, de voir ces gens-là, tu arrives là, tu dis, mais non, moi je peux pas vivre ici, là. Ça, c'est quoi? Non, il faut qu'on retourne. Là. Non, au bout de 1 mois, tu vois qu'il y a un système qui est là, hein. Un système autonome, hein, ils fonctionnent, hein, ces gars-là. Ils ont leurs pièges, ils ont leur nourriture, ils plantent ça, là. Ils ont ce qu'on appelle le bio, là, moi ça me fait rire, hein. Le bio, moi le bio, j'avais même pas 15 ans que finalement, mais ils font du bio, ces gars-là. Ils ont leurs poulets, ils ont leurs affaires, ils s'organisent. Ils sont loin de la ville, tu vois. C'est chez les commerçants que je retrouve, c'est chez les commerçants que j'ai retrouvé ces mentalités-là. Les commerçants en général, hein, ils se suffisent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire, à la limite, ils ont un style de vie frugal. Tu as envie de lui dire, mais arrête un peu là, toi. Tu vois, on va dire, mais t'es pingre, toi. Tu fais autant d'argent puis tu continues à vivre comme ça. Mais vis un peu. Vis un peu. Franchement. C'est comme ça qu'on parle dans mon pays. Mais vis un peu. Regarde l'argent que tu fais. Mais il n'en a pas besoin.
Tu sais ce que ça me rappelle? Il n'en a pas besoin. Ça me rappelle, par exemple, si tu te rappelles les anciens, les grands-parents, par exemple, à leur époque, ils avaient, on peut dire qu'ils avaient accès à moins d'argent, ou ils gagnaient moins. Ils réalisaient plus. Oui. À l'heure actuelle, la majorité d'entre nous, nous gagnons plus, nous réalisons moins, pour ne pas dire même rien parfois. Voilà une bonne question, on devrait se poser la question. Moi j'aime bien ce point-là parce qu'effectivement, moi j'ai fait le même constat. Mais je te dis que dans ma famille, la richesse qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est pas mes parents qui l'ont créée, ce sont mes grands-parents. La génération de mes grands-parents, je me rends compte maintenant aujourd'hui, c'est une génération de jouisseurs. Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont eu la chance d'avoir des parents comme mes grands-parents qui ont démarré la machine à créer la richesse. Ici, c'est de l'argent. Et puis eux, quand ils sont arrivés, ils se sont assis dessus, ils ont transformé ça en rente. Ils n'ont pas fait travailler. Heureusement que mes grands-parents avaient fait travailler une machine qui était capable de tenir jusqu'à la deuxième, troisième génération. Mais comme celle de mes parents l'a transformée en rente, ils se sont assis sur la rente, elle commence à s'essouffler. C'est là que je te parlais tout à l'heure de richesse et prospérité. Elle commence à s'essouffler. Puis eux, ils ont tellement été gavés, puisque c'est la génération des baby boomers, ils ont tellement été gavés à tout ça là, qu'ils sont pas très ouverts à... Mais attention là, cet argent, ça va finir si on continue comme ça. Ça va finir. Il faut qu'on travaille. Donc ça emmène, si tu veux, un peu... on n'est pas rendu au conflit, mais ça emmène des points de vue différents sur, justement, l'argent. À quoi ça sert l'argent? Est-ce que finalement, comme vous êtes, on va dire, selon les standards, quand vous êtes riche depuis 1, 2, 3 générations, à un moment donné, bon, cet argent, il faut essayer d'en faire un peu plus là, non? Le quartier, la ville ou le pays, quoi. On va pas forcément attendre le gouvernement aussi. Je sais pas, quoi. Moi, je dis ça comme ça parce que c'est là où nous sommes, tu vois, parce que nous sommes une génération, les défis sont immenses. Il était certainement avant aussi. Les défis sont immenses et je sais pas si tu te rends compte, mais c'est comme les défis sont immenses, mais dans des produits, dans des niveaux de base encore. Se vêtir, se nourrir, se loger. C'est comme si le monde venait d'être créé aujourd'hui, quoi. On est encore là. Se nourrir, se vêtir. Abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description.